Le Joker, c'est lui, Arthur Fleck, un homme instable mentalement. Humoriste raté et clown de restaurant, au cours des deux films, on suit le parcours d'un homme qui passe de rebut de la société à véritable symbole vivant. Est-il schizophrène, bipolaire ou antisocial? Mais surtout, comment est-il arrivé à toucher le fond, au point de devenir un véritable tueur, symbole de révolte? Retraçons son parcours psychologique à travers les deux opus et analysons sa descente aux enfers. Arthur est un homme malheureux. Il ne gagne pas beaucoup d'argent avec son travail de clown, n'a presque personne autour de lui, il n'est ni important ni spécial aux yeux des autres. Un travail dans lequel personne ne le prend au sérieux. Très vite, il se fera agresser et tabasser dans la rue par une bande de jeunes. On comprend alors que la société dans laquelle il s'efforce de s'intégrer le rejette. Heureusement, Arthur suit une thérapie. C'est là qu'on apprend qu'il souffre de dépression. Tout ce que j'ai, c'est des idées noires. Il demande même à la thérapeute d'augmenter les doses de ses médicaments. Vous croyez que vous pourriez demander au médecin d'augmenter ma médication? Ce qu'elle refuse. J'en ai assez d'être si mal dans ma peau. Mais cette dépression pourrait être liée à un potentiel trouble bipolaire. C'est une maladie psychique chronique qui est responsable de dérèglements de l'humeur. Il fait donc partie des troubles de l'humeur et non pas de la personnalité, comme on peut souvent le penser. Il se manifeste par une alternance d'états d'exaltation et de dépression, des phases qui peuvent durer plusieurs mois. Les épisodes dépressifs dans le trouble bipolaire sont similaires à ceux d'une dépression clinique classique. Ils sont très proches. Mais dans Joker, on connaît pas la longueur des phases d'Arthur, vu que le film ne se déroule pas en temps réel. En fait, il serait rentré dans ce qu'on appelle le trouble bipolaire à cycle rapide. Ce qui veut dire qu'au lieu de durer des jours, des semaines ou des mois comme je vous l'ai expliqué, ça peut changer plus rapidement. C'est le stress qui provoque ça. Du coup, ça se produit sur plusieurs heures ou sur des périodes de temps plus courtes. Je reste quand même pas très convaincu par cette piste. Parce que, malgré qu'on l'ait exploré, il n'y a aucune preuve réelle de manie. Pas de phase spécialement euphorique, plutôt un état de tristesse. Dans la vie de tous les jours, Arthur ne souffre pas uniquement de dépression. Il a un handicap qui le fait rire dans des situations où ses émotions sont intenses. Ce qui s'avère très embarrassant. Ce trouble, c'est le syndrome pseudobulbaire. C'est une lésion des neurones, un trouble psychique, et non mental, qui aurait pu être causé par un trauma crânien dans son enfance. Donc après son rendez-vous avec la thérapeute, Arthur rentre chez lui, où il vit avec sa mère. Ils ont une relation de codépendance, presque toxique. À bien des égards, il est encore qu'un petit garçon sous l'emprise de sa mère. Tous les deux regardent l'émission de Murray, un late show où passent différents humoristes. Ils s'imaginent dans le public et on peut remarquer qu'il parle comme un petit garçon. Sûrement son enfant intérieur, toujours pas guéri et en quête d'une figure paternelle. Ce tralala, le public, l'émission, les feux de la rampe, j'y renoncerai vite fait pour avoir un fils comme vous. S'il ne réussit pas dans la vie, Arthur est plein d'ambition. Il veut devenir humoriste. Ce rêve, Arthur le poursuit pour surmonter cette profonde solitude qui lui gâche la vie. Mais Arthur doit retourner à sa vie, loin des fantasmes. Et son quotidien ne s'améliore pas. Le travail ne se passe pas bien. Il a des excès de colère. Ce qui pourrait s'expliquer par un trouble de la personnalité antisociale. Elle se caractérise par de l'impulsivité et une mauvaise planification, de l'agressivité et des bagarres physiques, et un très gros manque de remords. Mais si c'était le cas, les symptômes devraient être présents à un certain degré pendant très longtemps. Et c'est pas forcément le cas durant le film. Il faudrait aussi que ces symptômes soient là depuis toujours, et non pas qu'ils apparaissent soudainement comme c'est le cas ici. Le diagnostic se pose généralement si la personne présente ces symptômes depuis l'âge de 15 ans. On écarte donc également cette possibilité. Avec tout ça, il en est où Arthur? Ses journées ne sont pas complètement sombres. Parfois, il rencontre sa voisine qui a l'air plutôt sympa. Peut-être une lumière au bout du tunnel, on verra, mais retenez-le car elle aura une importance par la suite. Après, on va pas se mentir, ce bon moment ne va être que de courte durée. Le lendemain, Arthur perd son travail, ce qui va le mettre sur les nerfs. Il prend le métro pour rentrer et là, 3 mecs se moquent de lui. Et c'est la goutte de trop, il abat de sang-froid les 3 hommes. N'oubliez pas cette scène, on en reparle un peu plus tard. Ensuite, il retourne chez la psy. Il souffre et ne peut pas suivre de thérapie avec quelqu'un d'adapté, comme un thérapeute homme par exemple, vu qu'il n'a pas de figure masculine de référence dans sa vie. Mais c'est pire que ça. Malheureusement, elle ne peut plus le suivre. Ça va, il lui reste son traitement, non? Bah non, on lui retire aussi par manque d'argent. C'est un homme avec une maladie mentale, victime de la société et qui l'abandonne. En plus, en rentrant, sa mère part dans un délire où elle lui dit qu'il est le fils de Thomas Wayne, le maire de la ville, et tout ça l'a conduit à l'hôpital. Grosse ambiance. Là-bas, il voit à nouveau l'émission de Murray, et surprise, il passe à la télé pour de vrai cette fois. Mais au final, Murray se moque de lui. La voisine, au moins, est avec lui. Après cet épisode pas très fun, Arthur réussit à intercepter Thomas Wayne, et il lui demande la vérité à propos de sa mère. Et là, il lui balance qu'il a été adopté, et que sa mère a séjourné à l'hôpital psychiatrique d'Arkham. Puis il se fait frapper, encore. De retour à son appartement, Arthur s'enferme dans le frigo. Je pense que c'est une manière de se faire du mal pour extirper la douleur.
comme quand on se mutile ou qu'on prend un bain très chaud pour évacuer le stress. Il est tellement seul et porte le lourd fardeau de son quotidien à bout de bras. Les révélations de Thomas Wayne en tête, il décide d'enquêter sur sa mère en se rendant à l'hôpital psychiatrique. Là-bas, il apprend qu'elle était psychotique et narcissique. Ce dernier étant un trouble pouvant se transmettre par les gènes. La question se pose alors pour Arthur. Personnellement, je pense que c'est clairement pas le cas. Il semble en effet présenter 3 symptômes qui s'en rapprochent, comme un sens élevé de sa propre importance, des fantasmes grandioses et un manque d'empathie. Mais il ne semble pas vraiment se considérer comme spécial, et ne semble pas nécessiter une admiration excessive. Il en veut, mais pas de cette façon, et ne semble pas arrogant. Il ne présente donc que 3 des 9 symptômes requis pour un trouble de la personnalité narcissique. Par contre, pour ce qui est de la psychose, les délires dans ce trouble surviennent lorsque l'on croit à des choses infondées, qui ne sont pas basées sur la réalité, et qui ne prennent pas en compte les preuves qui nous entourent. Arthur a donc des délires depuis le début, comme quand il croit que son spectacle de stand-up va faire un carton, que le public va l'adorer, et qu'il va participer à l'émission de Murray en faisant un succès. Ou alors, la voisine. Et oui, depuis le début, la relation que l'on voit se dessiner entre les 2 personnages, elle n'existe pas. Tout était dans sa tête. Je pense qu'on peut carrément appeler ça des hallucinations. On a enfin une bonne piste de diagnostic grâce à ces révélations. Mais c'est pas la seule chose que cet hôpital psychiatrique va faire. Arthur découvre aussi qu'il a été battu et maltraité par son beau-père lorsqu'il était très jeune. Retrouvé attaché à un radiateur avec un trauma crânien, ce qui expliquerait son symptôme pseudo-bulbaire, la maladie du rire. C'en est trop pour Arthur. Il a définitivement touché le fond. Il se rend à l'hôpital, entre dans la chambre de sa mère, et là, il l'étrangle de sang-froid jusqu'à la mort. Il tue sa mère parce qu'il réalise qu'il a dû subir des horreurs toute son enfance. Et c'est parce qu'elle n'a pas réussi à le protéger. Bon, après ça, Arthur est contacté par l'émission de Murray, où on veut l'inviter à monter sur le plateau. Son rêve depuis toujours. Mais son dernier passage à la télévision n'ayant pas été à son goût, il décide que cette fois il le fera à sa manière. Arthur change d'apparence, il donne naissance au Joker. Avant de se rendre à l'émission, il lui reste un dernier petit truc à faire. Recevoir ses anciens collègues de travail, venus voir comment il allait. Sauf que l'un d'entre eux, Randall, commence à poser un peu trop de questions. On assiste alors à la première victime officielle du Joker. Il le plante violemment avec un couteau. Et comme si de rien n'était, Arthur, ou plutôt Joker, repart de plus belle et se rend sur le plateau télé. Là-bas, il avoue avoir tué les 3 hommes dans le métro. Un long débat entre Murray et lui débute alors. Et au bout d'un moment, il en a marre. Joker a vraiment atteint le point de non-retour. Tu veux une autre blague, Murray? Non, tes blagues, on les a assez entendues. J'obtiens Non, quoi? merci, ça Si tu ira. croises un On a assez allié entendu tes mental blagues et comme ça, solitaire c'est bon. avec une société qui l'abandonne dans son coin et le traite comme de la Appelle merde, la police. je vais te dire, moi, ce que Appelle la t'obtiens. police. T'obtiens ce que tu mérites, enculé! Bonne nuit, et surtout n'oubliez pas, that's life. Il vient d'assassiner un homme en direct à la télévision. Il en est arrivé là parce qu'en vrai, il a un besoin très profond d'amour et d'acceptation. Pour pallier à ça, il n'a cessé d'osciller entre le fantastique et la vie réelle. On est constamment balancé entre l'imagination d'Arthur et sa triste réalité. Comme quand il s'est imaginé passer dans l'émission de Murray et qu'au final, il s'est moqué de lui. Il a donc décidé de faire semblant d'être heureux, d'avoir une utilité auprès des gens. Parfois, projeter une personnalité faussement positive, c'est un sacrifice qui permet plus tard de créer une identité future positive. La manière la plus évidente qu'a utilisé Arthur pour se créer une identité positive, c'est en étant un clown et un comédien. S'il peut supprimer son obscurité intérieure tout en apportant de la joie aux autres, ça peut s'avérer être un mécanisme d'adaptation efficace et à long terme. Mais on le sait tous, ça n'a pas fini comme ça. C'est parce que ses véritables tentatives pour améliorer sa vie semblent toujours échouer qu'il décide de créer sa propre réalité. Pourtant, cette fausse réalité s'effondre, et toutes les autres options semblent absentes. Il se tourne alors vers la seule chose qui reste, la seule chose qui semble fonctionner dans ce monde tordu et immoral, la violence. Il devient alors le Joker, un type qui ne voit aucune valeur dans l'être humain et est prêt à tuer n'importe qui. On pourrait dire de lui qu'il est un véritable sociopathe, non? Il est insensible, sans émotion vers la fin et sans peur.
Mais il n'est pas particulièrement manipulateur, et il ne semble pas être un menteur pathologique. Il a tendance à mentir vers la fin, mais pour une raison précise, c'est que ça n'est pas maladif. Le Joker a donc des traits de caractère de facteur 1, mais sa personnalité est mieux décrite comme une sociopathie de facteur 2. Je sais, c'est un peu compliqué, mais en gros ça veut dire qu'on ne sait pas exactement quel type de sociopathie il a, voire même s'il en a une. Mais ça reste une bonne théorie. Au final, je pense que les symptômes de psychose qu'on a abordés plus tôt pourraient indiquer un certain nombre de troubles, notamment la schizophrénie, le trouble bipolaire, ainsi que le trouble dépressif majeur comme on l'a dit plus tôt. Il semble être inexpressif par moment. Je dirais donc que la schizophrénie suivie de la dépression est le trouble le plus probable ici. Donc un trouble dépressif majeur avec des caractéristiques psychotiques. Gardons ça en tête pour la suite. Ce premier opus du Joker se termine donc par Arthur dansant au milieu du chaos qu'il a engendré. Une scène très marquante. Mais qu'est-ce que ce film dit sur les maladies mentales? Quelle est la morale de l'histoire? Quand on pense au film Joker, on y voit principalement l'association des troubles mentaux à la violence, ce qui pourrait alors créer de la stigmatisation. On comprend que combiner la maladie mentale avec une société indifférente mène à la violence. C'est à la fois bien, pour dénoncer le manque de considération des personnes malades mentalement. Mais c'est dangereux d'associer ça à l'agressivité, parce qu'on rentre facilement dans un cliché. Mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Le film a autre chose à dire. Malgré ce qu'on voudrait nous faire croire, c'est pas juste les troubles mentaux qui mènent à la violence. C'est certes les troubles, mais aussi le fait de n'avoir aucune aide de la société, plus l'isolation sociale et les abus. Malheureusement, le film montre ce qu'on devrait faire par peur de la violence, au lieu de ce qu'on devrait faire par volonté d'aider les personnes malades mentalement. Cependant, on peut aussi y voir qu'il ne glorifie pas la violence, il l'expose. Il montre l'état dans lequel on ne veut surtout pas finir, et que la société devrait éviter. Je dirais personnellement que c'est pas la maladie mentale qui provoque la violence, mais bien la société qui crée ces monstres. On nous apprend à avoir de la compassion et à donner de l'attention aux personnes malades mentalement. Le film Joker est profondément inconfortable parce qu'il nous amène à sympathiser avec quelqu'un qui est méchant. Et quelque part, beaucoup de gens aiment voir Arthur devenir le Joker, alors qu'on y voit en réalité un homme brisé descendre en enfer. Quand il est dans la voiture de police, à la fin, il est heureux. Tout le monde scande son nom, il est ravi parce qu'il a enfin une tribu. Et ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est que ce n'est pas un film à propos de la révolte et du soulèvement de la population, mais bien à propos de la santé mentale et de ce qui arrive lorsqu'elle n'est pas traitée. Mais n'oublions pas que ça reste une fiction, basée sur un personnage de bande dessinée, donc la représentation des troubles n'est pas fidèle à 100%. Après, à mon humble avis, ça reste quand même assez bien exécuté. Il suffit juste de savoir lire entre les lignes. Et ça, d'ailleurs, c'est une qualité dont on va avoir bien besoin pour analyser la suite du film. Joker, folie à deux. Arrêtons-nous quelques instants sur ce titre. Ça veut dire quoi? Je pense que ça n'a pas été choisi au hasard. Une folie à deux, c'est un trouble psychotique. C'est une famille de troubles dont font partie la schizophrénie et la psychose, que l'on a vu plus tôt. Et donc, c'est une sorte de psychose partagée assez rare. Elle désigne une situation clinique dans laquelle un patient confiné avec un autre patient va adopter le même délire. C'est ce qui se passe dans le film avec le personnage de Lee. Elle est dès le départ très liée à Arthur. Comme lui, elle est très probablement psychotique. J'aurais dû le faire aussi. C'est ma mère qui m'a fait interner. Elle dit que je suis psychotique. Et c'est pas pour rien. Elle a également subi des traumatismes. Mon père me tapait dessus constamment. Un élément significatif survient dès leur première rencontre. Elle fait ça. Pour les plus attentifs, vous l'aurez remarqué, c'est le même signe que fait la voisine d'Arthur dans le premier film. Ça montre que ça sera une nouvelle fois une femme qui sera importante dans sa vie. Mais la différence, c'est que cette fois-ci, ça peut devenir réel. Le fantasme et la réalité se rejoignent enfin quand ils se rencontrent, parce que maintenant, ils sont deux à partager ça. Le Joker et Lee sont tous les deux emprisonnés à l'hôpital psychiatrique d'Arkham, donc confinés. Ils vont tous les deux partager le même univers inventé. Arthur est là suite au crime qu'il a commis, et il va enfin avoir une évaluation psychologique. Mais ma joie n'a été que de courte durée, parce que la psychiatre va lui diagnostiquer non pas une psychose et ou schizophrénie suivie d'une dépression, mais bien, et là j'ai pété mon crâne, d'un trouble dissociatif de l'identité. Oui. D'ailleurs, je prépare une vidéo entière sur ce trouble. Un TDI, en gros, c'est un trouble dans lequel l'identité de base va être fragmentée suite à des traumatismes. Puis, chaque morceau d'identité va se développer de son côté et dans un même corps. La psychiatre lui explique: tout ce qui vous est arrivé dans votre enfance a causé une fracture, une fragmentation en vous, pour surmonter les traumatismes. Ici, on parle bien de dissociation. Ensuite, elle dit: selon elle, il y a une autre personne qui vit à l'intérieur de vous. Et c'est en fait cette autre personne qui a commis les crimes. Arthur aurait donc une autre identité, Joker. On nous explique également qu'il souffrirait d'amnésie, un symptôme prédominant dans le TDI. Vous vous rappelez ce qui est arrivé? Ainsi que de déclencheurs. C'est des événements qui rappellent un traumatisme et provoquent la dissociation. Ici, ce serait ce qui s'est produit dans le métro. Et qui lui rappelle ce moment.
donc le déclenche et conduit à... Voilà. Mais j'en ai pas fini avec le TDI, je ne pense pas qu'il en souffre. C'est très courant depuis que le trouble a été médiatisé de le diagnostiquer dans les fictions à tout bout de champ. Certes, Arthur semble avoir comme deux états de conscience distincts, mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'une autre identité. Ce n'est pas Arthur et le Joker comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais bien Arthur dans la peau du Joker. Et ça, on nous le prouve par la suite, avec le procès, élément central du film. Ça crée un truc que j'aime pas trop, la surmédiatisation des troubles, qui peut s'avérer dangereuse et créer des amalgames entre les crimes et la santé mentale. Pendant ce procès, il est question de dissocier l'homme du tueur et de ses crimes. Ça pourrait nous faire penser au cas de défense pour aliénation mentale. En gros, c'est quand on dit que la personne, à cause de ses troubles mentaux, n'était pas elle-même lors des crimes, et est donc déclarée non coupable. Je sais, c'est très discutable. Mais je pense que si on nous a parlé du TDI, c'est pas pour rien. Ce procès fait peut-être référence à celui de Billy Milligan. Un criminel atteint du TDI est jugé non coupable pour les mêmes raisons. J'ai également fait une vidéo à son sujet, tu peux aller la voir. En revanche, ici, on a dit que Arthur n'avait pas de TDI, donc ça va pas passer, et il en est conscient. Au fur et à mesure de l'audience, il s'en rend compte. À la fin, il n'accepte plus qu'on lui dise qu'il y a deux personnes en lui. Que j'étais une autre personne ou étais-je le même vieux Joker que vous avez toujours connu? Arthur, arrête ça, qu'est-ce que tu fais? C'est pas toi ça. Ce n'est pas moi. Vous dites que je ne suis pas moi-même? Ou bien peut-être que vous ne me connaissez pas vraiment? Il est lui, Arthur Fleck. Il n'y a pas de Joker, ce n'est qu'un fantasme, un masque. Lee elle-même est tombée amoureuse de ce fantasme du Joker, pas d'Arthur. Ça a sûrement été la goutte de trop. Pendant tout le film, on attend de lui qu'il soit quelqu'un d'autre. Lee aime le Joker, ses fanatiques qui l'acclament et en viennent même à faire exploser le tribunal pour le libérer, ils aiment le tueur en série, et les gardiens de l'hôpital psychiatrique, ils aiment l'homme qui fait des blagues. Alors qu'Arthur, lui, il est en dépression. Ses centres d'intérêt sont réduits. Il aime la cigarette et Lee, mais pas la manière dont elle le voit. Il finit donc par accepter qu'il n'est qu'une seule personne responsable de ses actes. Arthur a tué le fantasme et maintenant c'est le mouvement qui l'a créé et qui le tue. Le film n'a pas du tout été apprécié. Et ça, pour deux raisons. Il divise les gens. Beaucoup étaient contre le projet parce que le premier se suffisait apparemment à lui-même. Pour beaucoup, c'est l'aspect comédie musicale qui ne plaît pas et ne se prête pas forcément à l'histoire. Mais si on y réfléchit bien, la musique a toujours eu une présence importante dans la vie d'Arthur. Il danse tout le temps quand il est heureux. Et ça permet plutôt bien d'illustrer la folie à deux. L'autre problème du film, qui à mon sens n'en est pas un, c'est qu'il critique son public. Par les militants du Joker, le réalisateur a voulu représenter le public qui n'a pas compris que le film parlait de santé mentale et de société. Il tourne en dérision toutes ces personnes qui croient au fantasme du super vilain soulevant les foules. C'est pour tout ça que je pense que le film n'a pas été aimé. Personnellement, j'ai aimé les films Joker. C'est une bonne critique de la société et ça fait du bien de voir des films qui à si grande échelle soulèvent des questionnements autour de la santé mentale. Au final, on pourrait dire que Joker 2, par sa volonté de dénoncer, a peut-être fourni moins d'efforts dans la mise en scène et la réalisation, mais il boucle parfaitement la boucle. Si on prend la première scène avec Joker qui danse sur le plateau télé et qu'on écoute les paroles, on en retire un message qui résume parfaitement les deux films, le monde a besoin d'amour.